Vous écoutez un balado du pôle d'expertise interordre en formation à distance. Les grands entretiens de la FAD rassemblent des personnes praticiennes et chercheuses qui s'intéressent à la formation à distance en enseignement supérieur. Dans cet épisode, nous nous intéressons aux enjeux liés à l'évaluation dans le contexte de la formation à distance et aux solutions possibles pour répondre à ces enjeux. Je m'appelle Charlotte Lemieux et je suis conseillère en mobilisation des connaissances au pôle d'expertise interordre en formation à distance. Donc, pour discuter de l'évaluation en formation à distance, nous recevons aujourd'hui Jean-Marc Nolan, qui est professeur en planification et évaluation des apprentissages à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Il s'intéresse à l'intégration des technologies numériques dans l'évaluation des apprentissages en formation à distance et il s'est penché plus particulièrement pour sa thèse sur l'expérience de professeurs universitaires lors de leur transition depuis l'évaluation en présence vers l'évaluation en formation à distance. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Charlotte. Nous recevons également Marilyn Nadeau, conseillère pédagogique au Cégep de Rivière-du-Loup. Elle possède une expertise en technologie éducative, s'intéresse aux environnements numériques d'apprentissage et à la formation à distance. Elle œuvre en tant que chargée de projet à Fadio depuis 2020 et elle collabore avec le pôle d'expertise interordre en formation à distance depuis 2023. Bonjour à tous. Ensuite, nous recevons Myriam Giroir-Gagné, chargée de cours à la Faculté d'éducation de l'Université de Montréal. Sa thèse doctorale porte, entre autres, sur les pratiques d'évaluation inclusive. Ayant travaillé comme conseillère technopédagogique au Centre de pédagogie universitaire jusqu'en 2023, elle est maintenant stagiaire postdoctorale à l'Université du Québec à Montréal. Bonjour! Et finalement, Marie-Josée Tondreau, qui sera des nôtres pour la discussion. Donc, Marie-Josée est technopédagogue au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Elle se spécialise dans l'intégration des technologies de l'information et de la communication en enseignement collégial. Elle est membre du réseau des répondants TIC depuis 2007 et elle soutient les personnes enseignantes dans leur appropriation d'outils numériques, notamment pour l'évaluation des apprentissages. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Je commence avec une petite mise en contexte. Donc, depuis le début des années 2000, on assiste à une augmentation constante de la présence des technologies numériques dans le domaine de l'éducation supérieure. Cette augmentation a été particulièrement marquée dans les 5 dernières années avec la croissance de l'offre de formation collégiale et universitaire à distance ou hybride. Ce processus de transformation entraîne des changements majeurs sur le plan de l'évaluation des apprentissages. De nouveaux outils numériques doivent être maîtrisés et des nouvelles méthodes d'évaluation doivent être développées pour s'adapter au contexte spécifique de la formation à distance. On voit notamment l'approche collaborative de l'évaluation gagner en popularité. Des méthodes telles que l'évaluation par les pairs, l'auto-évaluation et l'évaluation formative semblent particulièrement adaptées au contexte de la formation à distance. L'évaluation en FAD entraîne aussi des enjeux, des défis spécifiques liés par exemple au manque d'aisance des personnes enseignantes avec les technologies numériques, des enjeux liés à l'intégrité académique ou des questions éthiques. Donc, je commencerai par vous demander quelles sont pour vous les particularités de l'évaluation en FAD qui la distinguent de l'évaluation en contexte d'enseignement régulier en présence. Donc, Jean-Marc, je vous inviterai à prendre la parole. Premièrement, il y a les interactions qui changent. Deuxièmement, on veut savoir qui fait l'évaluation. C'est la question de l'authentification de la personne qui fait l'évaluation, qui fait faire l'évaluation. Et troisièmement, c'est la question des technologies qui sont forcément intégrées. Et là, l'angle mort que moi je vois le plus souvent, c'est la question de la pluralité des technologies. Quelles technologies on intègre, quelles technologies on n'intègre pas, comment est-ce qu'on les intègre, quelles sont les fonctionnalités qu'on mobilise pour l'évaluation. Voilà un peu la question qu'on pourrait se poser. Charlotte, si tu permets, j'aimerais vraiment rebondir, sur les propos de Jean-Marc parce que ce qu'on constate souvent en formation à distance dans un contexte d'évaluation, c'est justement à cause de l'utilisation de la technologie, souvent l'enseignant va évaluer ce
ce qui pour lui est facile à mettre en place lors de l'évaluation. Et il ne va pas nécessairement évaluer ce qui doit être évalué parce qu'il y a un obstacle technologique. Donc, quand j'accompagne les enseignants en formation à distance, c'est souvent ça le défi, c'est de les ramener à, pas au contexte, mais ramène-toi à ce que tu dois évaluer et pourquoi tu fais une évaluation. Oublie le contexte pour le moment, on trouvera des solutions une fois que tu auras bien cerné la compétence à évaluer. Tu sais, c'est vraiment important de les ramener à ça. Puis c'est ce que j'ai beaucoup vécu là, pendant la pandémie et aussi post-pandémie. C'est de dire, je suis à distance, donc je vais utiliser telle technologie. Avant de te pencher sur la technologie à utiliser, assure-toi d'évaluer ce qui doit être évalué. Ben, en fait, je suis totalement d'accord avec mon amie Marie-Lyne, bien entendu. Cependant, moi, ce que j'ai vécu face à l'évaluation en FAD, c'est que les enseignants voulaient juste transposer leur évaluation qu'ils font en classe en formation à distance. Puis encore là, ça pouvait arriver que l'évaluation qui est faite en classe n'est pas la bonne évaluation non plus, n'évaluait pas la bonne chose. Parce que par défaut, ce qu'on a tendance à faire, c'est les enseignants ont tendance à y aller de façon très intuitive pour pouvoir faire l'évaluation. Et avec, bien entendu, les apprentissages qu'on a faits, puis avec l'expérience qu'on a derrière, donc de faire des examens avec des vrais ou faux ou des ABCD, quand on doit évaluer une compétence, ben, on s'entend que peut-être qu'on n'est pas toujours bien ciblé l'évaluation, puis comment qu'on doit le faire. Donc, si en plus, on veut reproduire cette évaluation-là en FAD, ben, ça peut être quelque chose qui n'est pas adéquat finalement. Mais ce qu'on constate, c'est que les pratiques, sans être transférables, comme Marie-Josée vient de le dire, donc on ne peut pas nécessairement transposer directement ce qu'on fait en présence, mais en fait doivent être cohérentes d'une façon ou d'une autre. Donc, si on revient à la question, c'est-à-dire quelles sont les particularités de l'évaluation en FAD, bien, il y a certainement certains enjeux qui émergent ou qui sont exacerbés par cette distance qui est occasionnée par la formation à distance, là, quelle qu'elle soit, là, peu importe la modalité. Donc, il y a certains enjeux qui sont exacerbés, mais lorsqu'on parle des interactions, ben, c'est super important de les prévoir en termes d'évaluation, en soutien à l'apprentissage, tant en présence qu'à distance. Les moyens de se faire, par contre, vont peut-être être différents et de sorte qu'on ne pourra pas transposer directement ce qu'on faisait en présence dans une formation à distance. Donc, pour arriver à l'évaluation en soutien à l'apprentissage, à la régulation, aux rétroactions, bien, en formation en présence, on va parfois le faire beaucoup de manière informelle parce qu'on voit les étudiants, étudiantes travailler, on circule dans la classe, ils et elles viennent nous voir à la fin du cours là, en personne, donc nous accrochent au début ou à la fin du cours pour obtenir un peu de rétroaction, poser des questions, alors que toutes ces interactions informelles en formation à distance doivent davantage être réfléchies, planifiées. Donc, ça ferait partie de certaines particularités, mais fondamentalement, la pratique d'avoir des interactions fréquentes, de fournir de la rétroaction demeure autant en présence qu'à distance. Je trouvais intéressant, par contre, l'idée de l'authentification. Peut-être que justement, cet aspect-là, puis là, je rebondis justement sur les propos de Jean-Marc là, qui avait bien mis trois distinctions. Au niveau de l'authentification, bien, c'est sûr qu'en présence, si nos évaluations sont réalisées sur place, bon, on a moins l'enjeu d'authentifier nos étudiants et étudiantes parce qu'ils et elles sont devant nous. Mais personnellement, comme chargée de cours, je ne fais pas d'examen en présence en salle de classe. C'est toujours des travaux réalisés à la maison. Bien, cette authentification-là, c'est est-ce qu'on la fait ou est-ce qu'on ne la fait pas finalement parce que
même dans mes cours en présence, ils peuvent très bien faire le travail à l'extérieur par quelqu'un d'autre. Donc, il y a ces enjeux-là qui sont exacerbés par la formation à distance, mais non moins présents dans la formation en présence. Donc, je pense que nos réflexions sur la formation à distance nous amènent à réfléchir aussi aux pratiques en présence. En fait, puisqu'elles exacerbent certaines choses, on s'y attarde davantage. Et là, on se dit, ouais, mais en présence, finalement, est-ce que ces enjeux-là reviennent aussi? Donc, il y a vraiment un boomerang qui revient là, en parlant de formation à distance que je trouve fort intéressant. Je voulais rebondir sur les propos, vos propos, Jean-Marc, et ceux de Myriam. Dans le fond, c'est que en formation à distance, l'enjeu le plus, celui qu'on entend le plus parler, celui qui effraie le plus les enseignants, c'est la fraude et le plagiat. Mais je dis toujours que la formation à distance amplifie tout. Donc, Myriam, tu disais, il y a des enjeux également en présentiel. Il y a des enjeux sociaux, l'implication psychologique, le stress d'un examen ou d'une évaluation chez l'apprenant, ça, c'est amplifié en formation à distance. Il y a les enjeux technologiques, Jean-Marc le disait tantôt, on a des salles de classe maintenant, même en présence, qui sont garnies de technologie. Donc, l'enjeu technologique est amplifié en formation à distance. Il y a des enjeux disciplinaires. Toutes les disciplines ne sont pas similaires dans le sens qu'il y a certaines disciplines où l'enjeu de la formation à distance est encore amplifié et il y a des enjeux pédagogiques. Donc, en formation à distance, quand on parle d'évaluation, il n'y a pas que les enjeux que j'appelle éthiques. C'était là-dessus. C'est ça que je voulais, dans le fond, préciser. Donc, en fait, moi, quand j'écoute les collègues parler, là, ça me fait beaucoup de bien d'entendre tout ce qui a été dit aussi bien par Myriam, Marilyn que Marie-Josée. Ça me fait beaucoup de bien parce que ça nous permet de bien cerner le problème, qui est le problème de l'évaluation en soi. L'évaluation est au cœur des tensions. Il faut partir de là. Il faut partir du fait que il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup d'idées reçues, il y a beaucoup de tensions autour de la question de l'évaluation, c'est-à-dire pour la plupart des étudiants, je le dis toujours à mes cours, beaucoup d'étudiants considèrent l'évaluation comme un bachotage des informations qu'ils ont reçues. Ils doivent venir restituer, donc recracher les informations qu'ils ont reçues. Beaucoup d'enseignants considèrent l'évaluation comme la notation, c'est-à-dire je donne la note, rien que la note. Donc, ils laissent un angle mort important qui est l'évaluation formative dont Myriam parlait tantôt. Et au collégial, c'est beaucoup plus compliqué parce que l'évaluation va être une évaluation des compétences et là, c'est une autre complexité qui s'ajoute. Donc, je voudrais qu'on essaye un peu d'imaginer ça comme une gradation, là, parce que les collègues ont parlé des couches qui s'ajoutent, des couches de complexité qui s'ajoutent. Donc, ça commence en formation en présentiel avec tout ce que je viens de numérer. Il y a certainement d'autres défis qu'on n'aura pas le temps d'énumérer ici. Lorsqu'on bascule en formation à distance, ben, là vient s'ajouter la complexité des environnements technologiques là. Et Marie-Josée le pointe très bien, c'est-à-dire lorsqu'on bascule d'une salle de classe en présentiel, telle qu'elle a été décrite tout à l'heure par Myriam, où je suis connecté à mes étudiants, moi je parle beaucoup de résonance, où je n'ai pas besoin de faire des efforts pour décrypter leur micro-réaction. Mais lorsqu'on quitte de ce contexte-là pour se retrouver dans une classe virtuelle complètement à distance, dans Moodle, ben les enseignants sont complètement déstabilisés. Mais ils ne peuvent donc plus évaluer ce qu'ils doivent évaluer, comme Marie-Josée le disait. Et là, on a commencé à avoir un certain nombre de pistes à travers les interventions qui sont arrivées tantôt. Moi, je reformulerais la proposition de Marie-Josée en disant, avant toute chose, avant les outils, avant le contexte, c'est toujours intéressant de penser à la pédagogie. C'est toujours intéressant de penser à son intention. C'est toujours intéressant de rester recentré sur les objectifs et sur les cibles de l'évaluation. Pourquoi j'évalue? Ça, c'est très important. La définition des méthodes, la définition des outils peut arriver beaucoup plus
plus tard, là. Mais généralement, ce processus, cet alignement-là, le plus souvent, les enseignants ne l'ont pas nécessairement. Ce que j'ai envie de dire aussi qui m'apparaît extrêmement important, c'est que quand on est en formation à distance, je le disais tout à l'heure, on va parfois évaluer ce qui est facile d'évaluer quand on est à distance et non pas ce qui doit être évalué. L'autre enjeu que j'ai vu et qui m'attriste, c'est parfois on va placer les apprenants dans des situations d'apprentissage qu'ils n'ont pas vécu situation d'évaluation qu'ils n'ont pas vécu en contexte d'apprentissage. Ce qui fait, par exemple, ils vont utiliser une technologie qu'ils ont très peu utilisée pendant les apprentissages et cette technologie-là, jumelée à ce que je vous disais tout à l'heure, les autres enjeux, les enjeux sociaux, les enjeux pédagogiques et ainsi de suite, va faire en sorte que la technologie utilisée va les empêcher de démontrer leurs acquis, de démontrer l'atteinte de la compétence. Alors, c'est pour ça que souvent, tu sais, ce que j'aime dire, c'est qu'il faut s'assurer d'évaluer dans le même contexte qu'on a enseigné. Le plus bel exemple, c'est le saut en parachute. Si ma compétence, c'est de sauter en parachute à une distance de 5000 pieds, ben, il faut pas que mon évaluation soit directement sauter en parachute d'un avion le moment venu. Il faut s'assurer que je n'ai pas fait lire que des livres. Puis si je n'ai pas la possibilité d'utiliser la vraie technologie, ben, dans l'exemple que je donne, par exemple, en saut en parachute, je vais utiliser un simulateur. Mais mettre l'apprenant dans le même contexte, c'est rassurant et ça lui permet de démontrer l'atteinte de sa compétence, même s'il est à distance avec une technologie. À ça, ben, je reviens toujours au fait que quand je place mon enseignant dans la posture d'évaluer pour faire apprendre, évaluer les apprentissages et non pas, comme Jean-Marc le disait, évaluer pour donner une jambette ou évaluer en guise de tremplin pour dire bravo, tu as réussi, tu passes à l'étape suivante. Mettez-vous dans une posture d'évaluer pour faire apprendre. Et là, à ce moment-là, surviennent les questions. Pourquoi tu évalues? Tu évalues pour faire apprendre? Parfait. Ben oui, nécessairement, il faut que tu évalues peut-être de façon sommative. À ce moment-là, qu'est-ce que tu vas évaluer? Tu vas évaluer ta compétence et en formation à distance, je leur ai dit, tout est amplifié. Donc, si tu évalues ta compétence, assure-toi donc d'utiliser le bon niveau taxonomique de la compétence que tu évalues. Je suis totalement d'accord avec toi, Marilyn. J'ajouterais aussi ce qu'on ne fait pas nécessairement toujours beaucoup en présence, puis il y a toujours des ratés partout. Puis comme tu le dis très bien, la formation à distance nous permet d'avoir les loupes pour pouvoir bien les voir, bien les observer. Mais pour moi, l'évaluation, c'est aussi la rétroaction qui vient avec toute activité. Moi, une activité pédagogique, dans ma tête, c'est une évaluation, là. Je valide que tu as bien compris, je valide qu'il y a des choses que tu connais, il y a des choses sur lesquelles moi, en tant qu'enseignant, je dois revenir. Donc, ça me permet toujours d'avoir le pouls de l'apprentissage de mes étudiants. Puis pour rebondir, Marie-Josée, sur ce que tu viens de dire, puis Marilyn aussi, on a des appuis scientifiques, des appuis théoriques qui soutiennent tout ce qu'on vient de dire en termes de planification, l'importance de planifier l'évaluation. Je réfère entre autres aux clés d'une évaluation de qualité de Stiggins, qui dit justement que pour planifier l'évaluation, on va s'interroger sur pourquoi j'évalue, qu'est-ce que j'évalue justement en identifiant les niveaux taxonomiques de ce qu'on veut évaluer et pour la suite se questionner sur comment je vais évaluer, donc en fonction du pourquoi et du ce que j'évalue. On pense à l'alignement pédagogique aussi qui nous amène à avoir davantage cette relation-là qui doit se faire entre les activités d'enseignement et les activités d'évaluation. Donc, justement, de leur donner l'occasion, de donner aux étudiants et étudiantes l'occasion de s'exercer avant d'être mis en situation d'évaluation certificative, d'être évalué dans le même contexte que celui dans lequel l'apprentissage s'est fait. Puis, cette planification-là, même si elle peut sembler lourde en amont,
en fait, enlève de la charge parce que lorsque l'évaluation formative, moi, je préfère utiliser le terme d'évaluation soutien à l'apprentissage qui se veut vraiment intégrer, là, qui a comme cette notion sous-jacente d'intégration à l'apprentissage au niveau de l'évaluation. Donc, l'évaluation se fait tout au long de l'apprentissage, mais en l'ayant planifié, on peut intégrer davantage d'évaluation par les pairs, d'auto-évaluation à certains moments stratégiques de l'apprentissage, de sorte à ce que la rétroaction ne repose pas uniquement sur les interventions de la personne enseignante. Donc, ça fait, on n'en avait pas encore parlé beaucoup là, de la participation de l'élève ou de la personne étudiante à son évaluation, mais cette planification-là permet d'identifier à quel moment moi je vais offrir comme personne enseignante une rétroaction formelle, à quel moment j'ai l'espace pour le faire de manière plus informelle, mais aussi à quel moment je vais utiliser les personnes étudiantes comme ressources pour l'évaluation. Donc, tout ça, là, ça résonne beaucoup aussi dans la littérature qui porte en termes d'évaluation, mais malheureusement, effectivement, que l'enseignement, on enseigne et on évalue beaucoup comme on l'a été, nous, dans notre passé de personnes étudiantes, ce qui fait que ça arrive souvent en fin de parcours parce que notre vécu, hein, c'est j'apprends et ensuite je suis évaluée. Donc, comme personne enseignante, lorsqu'on n'a pas ces assises théoriques de planification, puis de bien comprendre dans quelle démarche s'inscrit en réalité l'évaluation tout au long de l'apprentissage et non seulement en fin, mais lorsqu'on ne les a pas, ces assises-là, on a vécu l'évaluation seulement comme une finalité plutôt qu'un processus qui soutient l'apprentissage tout au long. Donc, voilà, c'était ma petite intervention. Là, on dirait que j'entends les enseignants qui écoutent le balado se dire « Ouais, mais c'est bien beau tout ça, là, vos grands concepts et principes, mais moi, je fais quoi, là, dans la vraie vie, là? J'ai des élèves, j'ai des apprenants à distance et je dois les évaluer. » Donc, je me sentirais un peu malhonnête si on leur offrait pas de possibilités, de pistes, tu sais, on a parlé d'alignement pédagogique tantôt, c'est que souvent, c'est des choses c'est un concept qui revient, OK, ils y travaillent. On a parlé de la taxonomie de Bloom, utiliser le bon niveau taxonomique quand j'évalue. Évaluer dans le même contexte que ce que j'enseigne. OK, maintenant, je fais quoi pour évaluer ma compétence? Tout en prenant en considération les enjeux que j'ai nommés tout à l'heure, qui sont sociaux, éthiques, pédagogiques, disciplinaires, technologiques. Parfait, on peut évaluer en situation authentique. Là, j'ajoute une couche. Donc, évaluer en situation authentique alors que je suis en formation à distance. Évaluer l'apprenant, les apprentissages de l'apprenant, tout en considérant de comment je m'assure, moi, enseignant, que c'est vraiment l'apprenant que j'évalue et non pas le voisin ou une équipe. Donc, dans les stratégies, il y a différents types d'évaluation qu'on peut faire en formation à distance tout en respectant les enjeux, le contexte et tout ça. Moi, j'aurais vraiment aimé ça. Tu sais, j'ai parlé ce que je suggère souvent, ça va être le portfolio, ça va être l'entrevue individuelle, ça va être c'est ça. Donc, la mise en situation professionnelle authentique. Mais j'aimerais ça entendre les collègues autour de la table, à savoir, est-ce que vous avez des pistes, des solutions à proposer à ces enseignants-là qui diraient, oui, mais je comprends tout ce que vous me dites, mais j'ai besoin de pistes. Moi, ce que je dis aux enseignants, c'est de regarder la compétence, les éléments de compétence et de se créer des propres objectifs pour nous amener ou amener l'étudiant à accéder à cette compétence-là. En partant de là, ça me permet de voir si, par exemple, l'élément de compétence, c'est être capable de faire une rédaction d'un texte de 300 mots, par exemple.
ben, comment je vais amener mon étudiant à accomplir ça. Donc, moi, je vais me créer mes propres objectifs pour pouvoir y accéder. Puis à partir de là, je vais pouvoir dire, ah, ben, à ce moment-là, je vais pouvoir faire telle affaire avec mes étudiants, je vais pouvoir faire telle affaire avec mes étudiants. Donc, je me détermine déjà des pistes de solutions rapidement pour pouvoir m'indiquer comment je pourrais amener mes étudiants à faire des activités pédagogiques pour que je puisse faire des évaluations formatives, donner des rétroactions, puis de les amener à faire l'évaluation au bout de la ligne. Mais aussi, ça peut arriver que, par exemple, ma taxonomie, j'ai une taxonomie qui est assez haute où l'étudiant doit évaluer une certaine action pour pouvoir se mettre en action. Bien, ça peut arriver que dans un examen, j'ai des parties qui soient plus au niveau de la connaissance aussi. Je veux voir, est-ce que tu connais tes étapes avant de pouvoir me dire comment tu vas les appliquer? Est-ce que tu connais telle affaire? Est-ce que tu connais telle affaire? Donc là, on est dans un niveau bas, mais ce qui doit être évalué au bout de la ligne, c'est une évaluation qui est au niveau taxonomique qui va être plus haut. Mais ça peut arriver que je puisse faire un examen qui est scindé aussi pour me donner plus de place pour pouvoir faire des évaluations à l'oral auprès de mes étudiants, faire des entrevues individuelles, mais je peux évaluer certaines connaissances avec un pourcentage qui va être très, très bas de l'examen, mais qui va me permettre aussi de pouvoir valider cette connaissance-là auprès de nos étudiants pour pouvoir aller éventuellement faire un ensemble de ces évaluations-là pour vérifier la compétence aussi. Oui, absolument. Puis je Oui. pense que tu as proposé des belles pistes en parlant d'entrevues, en parlant de différentes modalités finalement d'évaluation qui peuvent être modélisées. Là, j'avais entrevu, je pense à des cartes conceptuelles aussi qui peuvent être mobilisées, tout ça. Donc, on a un beau panel. Puis, pour revenir à ce que tu proposes aussi, à commencer par cibler les objectifs, puis à voir ensuite comment on va se rendre à cet objectif-là. Ça me fait beaucoup penser à la planification à rebours. Puis là, les auteurs m'échappent, là, si jamais vous les avez sur le bout de la langue. Mais de planifier d'abord, bien, quels sont nos objectifs d'apprentissage finaux? Qu'est-ce que la personne étudiante va être en mesure de faire à la fin? Donc, ça nous amène d'abord à nous positionner sur les productions, là où les productions finales du cours, puis ensuite de planifier donc à rebours comment on va s'y rendre plutôt que de faire une planification plus traditionnelle, c'est-à-dire qu'on a un ensemble de contenus qu'on veut, entre guillemets, passer durant le trimestre, puis de planifier les contenus dans chacun des cours pour finalement se rendre à l'évaluation à la fin. Le fait de transférer, de faire ce changement-là nous amène à être un peu plus pragmatique aussi dans notre enseignement. Pour vous donner un exemple concret, je donne un cours qui était davantage planifié sur les contenus. Puis récemment, justement, on a revu un peu nos pratiques, c'est-à-dire qu'on est retourné voir la tâche finale qui était demandée aux personnes étudiantes pour se demander, bon, comment je vais les accompagner jusque-là, sachant très bien que cette tâche mobilisait chacun des contenus qui étaient, oui, dans les cours, mais plus encore, dans quel contexte ou de quelle façon, à quel niveau taxonomique les personnes étudiantes doivent mobiliser les contenus dans la tâche finale et comment je peux les accompagner à les mobiliser à ce niveau-là de façon plus fréquente durant le trimestre pour offrir une rétroaction. Puis nous, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a ajouté, là, où on a transféré certains contenus sous forme d'ateliers davantage collaboratifs avec une rétroaction qui sont vraiment créés de manière progressive pour se rendre vers cette tâche finale, vers cette mobilisation des contenus. Donc, la planification, de retourner la planification, ça peut être un point de départ qui permet en fait de ne pas repartir pour une personne enseignante d'un plan de cours vierge, puis partir d'une page blanche, mais bien de reprendre là où on en est en ce moment, de se questionner, oui, d'une part, quels sont nos objectifs, tout ça, peut-être qu'il va falloir revoir certaines modalités d'évaluation, mais ensuite, plutôt que de se dire, bien, je fais table rase sur mon plan de cours et je recommande, mais de se dire plutôt, qu'est-ce que je peux ajuster pour maintenant, en fonction de mon objectif, accompagner mes personnes étudiantes là, tout au long du trimestre, de sorte à susciter aussi davantage de rétroaction en cours de trimestre, en cours d'apprentissage.
Oui, je pense que les interventions des collègues montrent très bien qu'il y a beaucoup d'options qui existent en formation à distance. Portfolio, entrevue, les examens même. C'est pas interdit de faire les examens en formation à distance, les études de cas, mise en situation, projet, les PowerPoint narrés, etc. Il y a toute une panoplie de tâches qui existent qu'on peut proposer aux étudiants. Et je dirais même que les tâches ne font qu'émerger. Hein, si tu vas dans les sites des universités, là et tout, à chaque fois, des équipes pédagogiques vous proposent euh, une multitude de tâches. Et à côté des tâches, il y a beaucoup d'outils et moi, j'appelle souvent ça une sorte de technopholie qui émerge. Ils entrent dans les bureaux des conseillers et conseillères pédagogiques. Ils considèrent les conseillers et conseillères pédagogiques comme étant des pompiers, en fait, hein, ou je ne connais pas le féminin, c'est-à-dire sauve-moi, ça ne va pas du tout, je veux que tu m'aides, je veux que tu me trouves des solutions magiques et tout. Et du coup, on n'est plus du tout dans la pédagogie, on est dans le dépannage quotidien, etc. Et là, ça va alourdir complètement la tâche des conseillers et conseillères pédagogiques qui vont se retrouver en train de faire autant d'évaluations pour autant d'enseignants. Voyez? Alors que ce qu'il faut donner aux enseignants, c'est la posture, c'est le regard qu'ils doivent avoir par rapport à l'évaluation, c'est le goût du risque, c'est déconstruire un certain nombre de mythes que ben, l'évaluation parfaite, là, ça n'existe pas. L'évaluation objective, là, ça n'existe pas. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce que les collègues ont dit. Et moi, j'appelle ça l'évaluation informelle. Je dis souvent à mes étudiants, au Québec, on n'enseigne pas, on évalue tout le temps. On n'enseigne pas, on évalue tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne fait que ça. C'est-à-dire, j'entre dans une classe, j'observe, je me rends compte que, y a un étudiant là qui a peut-être mal dormi. Je vais vers lui, je lui pose des questions, j'échange avec lui, je le questionne par rapport à ce qu'on a vu au dernier cours, est-ce qu'il a parlé avec ses collègues, etc. Mais je suis en train d'évaluer, je suis en train de former, je suis en train d'accompagner. C'est ce rapport dont on a besoin au quotidien pour savoir qui est dans ma classe et pour savoir où est-ce que cet étudiant-là est rendu. Je parle du lien. Le lien, c'est une chose importante si on veut bien évaluer ses élèves. Il y a une augmentation du niveau d'exigence en formation à distance. Exigence en termes de disponibilité auprès des étudiants, augmentation des exigences en termes d'appropriation des technologies, par exemple, augmentation des exigences en termes de prise de risque. On teste des choses qui peuvent fonctionner comme ces choses ne peuvent pas fonctionner. Je dis souvent aussi que qui cesse d'apprendre devrait cesser d'enseigner. En formation à distance, c'est très vrai. C'est vrai en formation en présentiel, mais en formation à distance, c'est plus vrai parce que les technologies, ça évolue tout le temps. Les plateformes, ça change tout le temps. Donc, les tâches d'évaluation sont adaptées tout le temps. Donc, il faut être, et c'est ça que les professeurs d'expérience m'ont dit lorsque je les interviewais dans le cadre de ma thèse, on parle du formateur en formation à distance comme d'un acrobate. Il faut être capable d'être flexible, de s'adapter, de réfléchir, de rebondir, de prendre des risques. Ces habiletés pédagogiques humaines-là, moi, je crois que c'est un bon point de départ, en fait, même si les outils et les tâches peuvent suivre. J'ajouterais aussi, pour revenir sur les petits trucs que Marilyn nous a demandé, c'est bien d'avoir des trucs, puis d'avoir des outils qui peuvent être, on en a parlé, mais il faut quand même aussi être il faut quand même respecter nos politiques institutionnelles. Au collège, on a quand même les plans cadres, les devis. Dans certains collèges, c'est des devis, des plans cadres, qui ont déjà des indications sur les évaluations. Donc, on ne peut pas déroger, puis ça a été réfléchi pour le présentiel. Donc, des fois, c'est
difficile aussi. Donc, il faut amener notre département, il faut amener notre collège, la direction des études à être un peu ouvert à faire des modifications par rapport à ces politiques-là ou à ces documents de référence-là sur lesquels on doit s'appuyer pour pouvoir donner notre formation. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on doit aussi réfléchir. Tu sais, Marilyn en a parlé, tu sais, par exemple, on veut faire de l'évaluation authentique. Bien, je veux faire de l'évaluation authentique, mais dans mon évaluation finale, les étudiants n'ont pas le droit de document de référence. Dans vraie vie authentique, est-ce que je vais avoir droit d'aller chercher ma documentation? Si dans mon plan cadre, c'est marqué que je n'ai pas le droit d'avoir des documents de référence dans l'évaluation, les étudiants n'ont pas le droit à ça, bien, je pas dans une évaluation authentique. Et là, si je veux donner cette évaluation-là à distance, comment je vais contrôler ça? Donc là, ouf, ça débarque là. Mais en même temps, est-ce que c'est juste qu'il n'y ait pas le droit, que les étudiants n'aient pas droit à leurs documents de référence? C'est juste ça que je voulais ajouter en se disant, ben, on a quand même ces choses-là qu'on doit réfléchir, savoir que ça existe. En fait, Marie-Josée, tu sais, ce qu'on pourrait, ce que tu amènes, c'est que moi, j'aime dire que la formation à distance nous a obligés ou nous oblige à revoir nos pratiques d'évaluation sous tous ces angles. Actuellement, l'intelligence artificielle générative amène certains enseignants qui faisaient ou qui font de la formation à distance à reculer parce qu'ils ont peur, ils sont inquiets. Donc, ils reculent et ils deviennent au papier, au crayon pour pouvoir contrôler la dissertation qui est prescrite. Donc, mais c'est une belle chose que la formation à distance nous oblige à nous re-questionner, à nous repositionner et à faire en sorte que nos évaluations soient plus authentiques. Absolument, absolument. Ça me fait penser à une journée d'enseignement que j'ai animée à l'UQO, Marilyn, et puis la conclusion à laquelle un prof de l'UQO était parvenu, c'est que la métaphore était peut-être malencontreuse, mais il disait que la formation à distance met la pédagogie à nu. Donc, c'est ce qu'il avait dit. Donc, je le cite mot pour mot. Donc, c'est exactement ça. Mais l'idée de fond, c'était effectivement que la formation à distance nous amène à révisiter nos pratiques évaluatives. D'ailleurs, tu résumes très bien les orientations du Conseil supérieur de l'éducation qui sont parues ces derniers temps-ci dans le dernier rapport. Ils le disent clairement, révisiter les pratiques évaluatives. Et puis, j'ai aussi un projet qui vient d'être subventionné qui porte sur la transformation des pratiques évaluatives en formation à distance, les logiques d'usage du numérique des enseignants et d'enseignants du Québec. Donc, c'est un projet qui a été subventionné par les fonds de recherche du Québec et on va documenter effectivement les perspectives d'amélioration des pratiques évaluatives. Il y avait un enjeu qui a été souligné tout à l'heure, c'est l'enjeu de la fraude et du plagiat en formation à distance. On en a parlé. Moi, j'aimerais peut-être qu'on revienne sur les petites stratégies qu'on peut avoir pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut contourner ça, parce que nous sommes à la deuxième question que Charlotte nous a posée, à savoir quelles sont les stratégies que nous pouvons mobiliser effectivement pour répondre aux particularités de l'évaluation en formation à distance. N'est-ce pas? Donc, j'ai essayé de faire une petite synthèse dans un ouvrage collectif qu'on a publié avec Ghislaine Samson et puis France Lafleur, une petite synthèse des approches qui existent lorsqu'on parle de plagiat en formation à distance. Et le plus souvent, moi, je parle d'une approche actionniste qui consiste à dire nous sommes dans un contexte universitaire où il y a des normes. Marie-Josée en parlait tout à l'heure. La plupart des universités, la plupart des cégeps ont des politiques de prévention du plagiat. Bon. Si on vous attrape en train de faire du plagiat, voici ce qui va arriver. Donc, on est vraiment là dans une approche parfois
punitive, entre guillemets, etc. Et pour pouvoir attraper ou identifier les plagiaires, ce que les universités ont mis sur pied ou ce que les universités recherchent le plus souvent, c'est des logiciels de détection que moi j'appelle le logiciel de détection de similitude, que beaucoup d'universités appellent le logiciel de détection de plagiat. Moi, je pense que on fait un peu fausse route en fonctionnant de cette manière-là. Pourquoi? Parce que on installe ce que moi j'appelle la dialectique du chat et de la souris. C'est-à-dire, pendant que l'université cherche à acquérir compilation, turnitin, etc., etc., les étudiants, eux, développent des stratégies beaucoup plus fines. L'approche actionniste, à mon sens, ne fonctionne pas parce que non seulement ça développe la dialectique du chat et de la souris, mais on perd du temps à chercher à attraper les étudiants, lequel temps on pouvait investir à enseigner, à accompagner les étudiants, à les encadrer comme il faut. Et les étudiants également, au lieu d'apprendre, perdent du temps à faire autre chose, c'est-à-dire à trouver des stratégies subtiles pour contourner les logiciels. Donc, c'est pas du tout gagnant, sans oublier que à l'échelle de l'université, ça fait des sommes qu'on dépense quand même pour acquérir ces logiciels-là. C'est vraiment un problème complexe. C'est pour cette raison que il y a d'autres approches qui existent, notamment l'approche technopédagogique qui consiste, vous l'avez dit tout à l'heure, à revoir le design des évaluations, par exemple. Et à ce niveau, par exemple, la plupart des écrits qui existent dans le domaine en ce moment disent allons-y vers les évaluations en situation authentique. Allons-y vers des tâches complexes. Allons-y vers la personnalisation des évaluations. Marilyn parlait du portfolio tout à l'heure. Et bien évidemment, c'est une solution qui existe. Pourquoi pas faire des entrevues? Pourquoi pas, après avoir remis un texte oral, etc., combiner cette remise-là à un entretien avec l'étudiant? La triangulation, ce sont des options qui existent. Mais là encore, ça ne vient pas sans défi. Le défi, c'est que les enseignants ne sont pas formés en évaluation. Comment est-ce qu'ils créent des tâches qui sont authentiques? Comment est-ce qu'ils créent des tâches complexes qui peuvent amener, bien évidemment, les étudiants à démontrer le développement des compétences? Tout à l'heure, que ce soit Marie-Josée ou Marilyn, vous avez parlé des contraintes institutionnelles qui existent. L'intelligence artificielle évolue, apparaît, les technologies évoluent, les universités, les collèges développent la formation à distance, mais les réformes institutionnelles ne suivent pas nécessairement là. Donc, on agit toujours comme si on était surpris du changement et on s'adapte, mais en fait, on ne s'adapte pas, on réagit de façon compulsive, on réagit de façon on l'a vu pendant la pandémie, c'était de la débrouillardise, c'était la cacophonie partout. Donc, c'est tout ça en fait. Moi, je dirais que les technologies, la formation à distance, ce sont les opportunités que la vie nous offre. Hein. Vous l'avez dit tout à l'heure, pour réfléchir à nos pratiques, pour réfléchir à notre pédagogie. Et l'idée, c'est vraiment que tous ces défis-là nous permettent de rester éveillés là. C'est-à-dire, nous dire, on est les enseignants. Comment on s'en sort? On reste éveillé, on réfléchit, on se met ensemble, on partage les connaissances. Et c'est pour cette raison que l'initiative du campus numérique est une bonne initiative parce que ça permet de créer des espaces de discussion, des espaces d'échange et de collaboration pour essayer de répondre à ces enjeux-là. Je pense que c'est ça, on arrive, je vois le temps qui file. Fait que je pense que c'est une belle conclusion. On a parlé de variété d'outils, de possibilités que nous offre la formation à distance pour l'évaluation des apprentissages. Mais on a quand même mentionné aussi toutes les contraintes institutionnelles, les politiques institutionnelles qui peuvent restreindre ces possibilités-là. Puis finalement, c'est ça, Jean-Marc est revenu sur la question du plagiat, puis tout ce qui a été mis en place par les cégeps et les universités pour contrer le plagiat, puis qui est finalement peut-être une perte de temps, une perte d'argent, puis qui soulève des enjeux éthiques aussi. Donc, on a d'autres solutions là, qui relèvent du design pédagogique, de l'évaluation en situation authentique, des tâches complexes, donc qui amèneraient à
répondre à cet enjeu-là qui semble préoccuper beaucoup les personnes enseignantes. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait ajouter un petit mot de la fin pour conclure tout ça. Mais de mon côté, Charlotte, je pense que tu as bien fait le tour ici. Puis, ce qu'on voit, c'est qu'il reste quand même beaucoup de travail à faire pour la formation des personnes enseignantes, mais aussi pour l'accompagnement. Donc, les personnes conseillères pédagogiques auront encore du travail en termes d'évaluation en formation à distance qui, bien qu'elle présente certains enjeux, en fait, les exacerbe plus que génère de nouveaux enjeux. Donc, j'invite aussi tout le monde à réfléchir, qu'ils soient ou non en formation à distance, à réfléchir à leur pratique évaluative, puis à voir finalement est-ce que les enjeux vécus en formation à distance ou mis de l'avant en formation à distance ne sont-ils pas aussi présents dans leur contexte individuel. Oui, tout à fait. Merci, Myriam. Donc, Jean-Marc, Marilyn, Myriam et Marie-Josée, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé vos savoirs, vos expertises avec nous. Puis donc, chers auditoires, on espère que les discussions, témoignages et expertises partagées aujourd'hui vous auront apporté un nouvel éclairage sur l'évaluation en formation à distance. Et on vous invite, comme Myriam le disait, à porter cette réflexion dans vos propres pratiques pédagogiques. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode où nous continuerons de discuter des facettes du monde de la formation à distance en enseignement supérieur. À bientôt!